Maintenant que nous avons vu comment nous pouvions représenter l'économie sous forme d'un circuit, nous allons maintenant nous intéresser à la circulation des produits dans l'économie. Et pour cela, nous allons étudier une équation fondamentale en économie, l'équilibre emploi-ressources. Tout d'abord, qu'est-ce que cet équilibre emploi-ressources? Nous allons nous intéresser maintenant à l'origine des ressources dans une économie, puis à l'utilisation de ces ressources. Tout d'abord, les ressources des produits. Les ressources désignent les biens et services qui sont mis à la disposition des agents économiques. Tout produit dans une économie a pour ressource soit la production nationale de biens et services sur le territoire, soit les importations de biens et services provenant de l'étranger. Les ressources sont donc les différentes provenances des biens et services présents dans l'économie. On a donc ressources égale production plus importation, que l'on abrège ressources égale P plus M. On parle aussi dans ces cas-là d'offre globale. Nous allons maintenant nous intéresser aux emplois de ces produits. Les emplois de l'économie correspondent aux différentes utilisations possibles des ressources. En effet, les différentes ressources de l'économie peuvent être utilisées par un ménage, une entreprise ou par l'État. On parle alors de demande globale. Ainsi, tout produit peut être utilisé à différents emplois alternatifs. Tout d'abord, ce qu'on appelle les consommations intermédiaires. On en avait déjà parlé lorsqu'on avait calculé la valeur ajoutée d'une entreprise. Les consommations intermédiaires, je le rappelle, ce sont les éléments détruits ou transformés au cours du processus de production. Il s'agit essentiellement des matières premières, des produits semi-finis, des sources d'énergie ou encore de services de comptabilité ou de ménage et d'entretien. Les consommations intermédiaires ne concernent donc que les entreprises et les administrations publiques. Deuxième emploi possible, la consommation finale des administrations publiques et des ménages. Lorsque les ménages achètent des biens et services, on parle de consommation finale. Il en est de même lorsqu'une administration publique, par exemple une mairie, achète des biens et services pour satisfaire sa mission de service public. Par exemple, tout simplement, une mairie qui achèterait des ramettes de papier ou des cartouches d'encre. Autre emploi possible des ressources, la formation brute de capital fixe, c'est-à-dire l'investissement des entreprises. La FBCF correspond à l'investissement matériel et à certains investissements immatériels, comme les logiciels. Ensuite, les différentes ressources peuvent être stockées pour une utilisation future. On parle dans ces cas-là de variation des stocks. Un produit peut être stocké d'une année sur l'autre et la variation des stocks peut donc être négative. Et enfin, les ressources peuvent être utilisées pour l'exportation, c'est-à-dire pour la production vendue à l'étranger. On a donc l'équation suivante. Les emplois sont égaux aux consommations intermédiaires plus la consommation finale plus l'investissement mesuré par la FBCF plus les variations de stock et enfin plus les exportations. Nous pouvons maintenant évaluer les richesses disponibles dans l'ensemble de l'économie nationale et leur utilisation possible. Il s'agit donc de l'équilibre emploi-ressources. L'équilibre emploi-ressources, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que c'est une simple relation comptable. Il s'agit d'une égalité entre les ressources en biens et en services dans une nation à disposer au cours d'une année, que ces ressources soient produites, importées ou déstockées, et de leur utilisation. Sachant que les utilisations, nous l'avons vu, peuvent être la consommation finale, les consommations intermédiaires, l'investissement, l'exportation ou encore la constitution de stocks. On a donc une égalité entre les ressources et les emplois. Or, nous savons que les ressources sont constituées de la production nationale et des importations, et que les emplois sont constitués des consommations intermédiaires, de la consommation finale, de l'investissement, de la variation des stocks et des exportations. Alors attention, accrochez-vous, on va réaliser une opération mathématique très délicate. On va tout simplement transférer les importations de l'autre côté de l'équation, ce qui nous donne naturellement la production qui est égale à la consommation finale et intermédiaire, l'investissement, plus la variation des stocks, plus x moins m. X moins m, c'est ce qu'on appelle le solde extérieur. Nous allons donc maintenant transformer cette dernière équation pour essayer d'exprimer non pas un équilibre entre la production nationale et ses emplois, mais en fonction du PIB,
puisque le PIB mesure les richesses réellement créées dans un pays. Nous allons donc voir comment on passe de l'équilibre emploi-ressources à la décomposition du PIB. Comment passe-t-on de l'équilibre emploi-ressources à la décomposition du PIB? Il s'agit de transformer l'équation de l'équilibre emploi-ressources que nous avons vue à l'instant en équation permettant de retrouver le PIB, puisque celui-ci représente l'ensemble des richesses créées sur un territoire en une année. Comment se calcule le PIB, produit intérieur brut? Le PIB étant l'ensemble des richesses créées dans un pays, il suffit d'ajouter la valeur des richesses réellement créées par chaque unité de production. Or, nous avons vu que la richesse réellement créée par une entreprise se mesure par la valeur ajoutée. Il faut donc partir de la valeur ajoutée. Il s'agit donc de calculer ce qu'une entreprise a réellement créé comme valeur en enlevant donc la valeur qui a été créée par d'autres entreprises que l'on appelle, je vous rappelle, les consommations intermédiaires. En effet, si on additionnait simplement l'ensemble des productions réalisées par les entreprises en France, eh bien, certaines productions seraient comptabilisées plusieurs fois. Je reprends l'exemple de la dernière fois. Par exemple, la production du pain par le boulanger englobe la production de farine par le meunier. Si on veut savoir ce que le boulanger a réellement créé comme valeur supplémentaire, comme valeur ajoutée, il faut enlever le coût de la farine et des autres ingrédients nécessaires à cette production. Ainsi, pour calculer la valeur ajoutée créée par une entreprise, il faut retrancher la valeur des consommations intermédiaires au chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. On a donc la valeur ajoutée richesse réellement créée par une entreprise qui se mesure par le chiffre d'affaires moins la valeur des consommations intermédiaires, que l'on abrège VA égale CA moins CI. Mais revenons au calcul du PIB. Le PIB se calcule donc par la somme des valeurs ajoutées, puisqu'il mesure l'ensemble des richesses qui ont été réellement créées dans un pays au cours d'une année. Donc il suffit d'additionner les valeurs ajoutées de toutes les unités de production de ce pays. On a donc PIB égale somme des valeurs ajoutées. Or, on sait que la valeur ajoutée se calcule par le chiffre d'affaires moins les consommations intermédiaires. Le PIB peut donc se calculer en faisant la somme des CA moins CI. De plus, la somme des chiffres d'affaires dans une économie représente tout simplement la production nationale. On peut donc remplacer somme des CA par P, production nationale. On a donc une équation beaucoup plus simple, le PIB est égal à la production nationale moins l'ensemble des consommations intermédiaires dans un pays. On va pouvoir alors modifier l'équation de l'équilibre emploi-ressources que l'on a vu précédemment. On a donc la production nationale qui est égale aux consommations intermédiaires, consommation finale, investissement, variation des stocks et le solde extérieur. Le but, ça va être d'enlever les consommations intermédiaires de part et d'autre de l'équation afin de retrouver non plus la production nationale, mais le PIB ici. Donc là, pareil, opération mathématique très difficile pour vous. Je fais passer les consommations intermédiaires, je les soustrais de chaque côté de l'équation. Et donc, à la place de la production, vu que j'enlève les consommations intermédiaires, je retrouve donc mon PIB. Et on a donc la décomposition du PIB. Le PIB est égal à la consommation finale des ménages, plus l'investissement des entreprises, plus les variations de stock, et enfin, plus le solde extérieur. Et donc, on a cette équation qui est fondamentale en économie, qui permet en fait d'exprimer la richesse d'un pays, mesurée par son PIB, selon différentes composantes. Cette équation est fondamentale puisque connaître la décomposition du PIB est indispensable pour pouvoir appréhender la notion de croissance économique. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. L'objectif de cet équilibre emploi-ressources, c'est donc de connaître les principales composantes de la croissance. Tout d'abord, qu'est-ce que la croissance et comment la mesure-t-on? La croissance, c'est l'augmentation soutenue pendant une ou plusieurs périodes longues du PIB réel, c'est-à-dire qu'on enlève les effets de l'inflation, les effets de la variation des prix. La croissance se mesure donc par le taux de variation du PIB en volume. En volume, c'est une expression qui signifie qu'on a enlevé l'inflation d'une année sur l'autre. Pourquoi en volume? Tout simplement parce que la croissance mesure la quantité de richesse réellement créée en plus chaque année. En effet, le PIB peut augmenter, mais artificiellement à cause de la hausse des prix, à cause de l'inflation.
sans pour autant que les quantités produites augmentent. Il faut donc, pour avoir une mesure réelle de la croissance économique, des richesses créées en plus, enlever les effets de l'inflation. On peut donc résumer simplement que le taux de croissance, c'est la quantité de richesses produites en plus, mesurée en pourcentage, sans tenir compte de la hausse des prix. Nous allons donc maintenant revenir sur notre équation fondamentale. Alors pourquoi cette équation est fondamentale? Tout simplement parce qu'elle contient les principaux moteurs de la croissance, à savoir la consommation, en particulier celle des ménages, et l'investissement, en particulier celle des entreprises. Mais aussi le solde extérieur, c'est-à-dire le degré de pénétration des économies nationales. Donc si on reprend notre équation de décomposition du PIB, on a donc ici les trois moteurs de la croissance. Ainsi, pour favoriser la croissance du PIB, et donc la croissance économique tout court, on peut agir soit sur la consommation des ménages en favorisant cette dernière, soit sur l'investissement en particulier des entreprises privées en favorisant les dépenses d'investissement des entreprises, soit jouer sur le solde extérieur en favorisant par exemple les exportations. Et donc, nous avons ici les trois grands moteurs de la croissance économique. En conclusion de ce premier cours magistral, il faut noter que connaître ces grands déséquilibres macroéconomiques permettent de mieux comprendre le fonctionnement de l'économie dans sa globalité, mais aussi d'appréhender les politiques économiques possibles pour agir sur la croissance. C'est d'ailleurs ces politiques économiques ce que nous verrons en études dirigées quand nous aborderons le rôle de l'État dans l'économie.